Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Samsung Galaxy A55. Je teste pas souvent le milieu de gamme Samsung parce que je trouve qu'ils sont trop chers et ce qui m'a fait changer d'avis pour ce A55 c'est justement son prix parce qu'il est passé sur la barre des 300 € sur Amazon et il est entré dans le territoire du Redmi Note 13 Pro. J'en ai donc profité pour l'acheter. Alors je vais lui faire passer mon protocole de test habituel, ça risque donc encore une fois d'être assez long mais je vais aussi le comparer à son concurrent chinois et sans vous spoiler, le résultat risque d'être intéressant. Bon, avant de commencer le test, je vous passe ma petite communication de service. Personne ne me paye pour faire ces tests. Je teste ces produits dans mon temps libre. Alors, vous pouvez me soutenir avec un like, en vous abonnant à ma chaîne, ou encore mieux, en achetant vos produits à partir de mes liens. Et si vous avez les numéros gagnants du prochain tirage de loto, ça me va très bien aussi, je suis pas très difficile. Allez, c'est parti pour le test. Bon, je vais rapidement commencer le test avec la boîte. Bon, pas que ce soit excessivement intéressant, c'est juste pour vous montrer qu'en fait la boîte ne contient quasiment rien du tout. Donc Samsung s'est rendu maître dans une forme de radinerie, là où les concurrents chinois n'ont pas encore fait ce pas-là. Donc je me demande où ça va aller, et si Samsung va nous vendre des téléphones dans des sachets plastiques ou dans des sachets de carton recyclé dans les prochaines années. Mais en tout cas, d'un point de vue équipement, ça me paraît un peu maigre. Le Samsung Galaxy A55, c'est un téléphone de milieu de gamme qui coûte habituellement un peu plus de 400 €. Je l'ai acheté à moins de 300 €, donc c'est plutôt une bonne affaire. Et le milieu de gamme Samsung, il n'est pas dégueu en fait. Ce sont des téléphones qui sont sobres et élégants, et Samsung a réussi à imposer un style avec le temps, ce qui n'est pas le cas avec les téléphones chinois, où j'ai tendance à avoir des changements à chaque génération, et quand on met plusieurs téléphones type chinois les uns à côté des autres, c'est parfois difficile de reconnaître la marque. Ici avec Samsung, il n'y a pas trop de doute. C'est comme avec Apple en fait, bon, le placement des capteurs photo joue un rôle, la matière utilisée, donc on est ici sur du plastique, mais du plastique de qualité qui laisse un peu les traces de doigts, malheureusement, avec un cerclage en aluminium. Donc je dirais qu'en termes de finition, c'est quand même vraiment pas mal. C'est quand même un cran au-dessus de ce que Redmi fait dans la même gamme de prix. Alors pour le reste, bon, en dessous on retrouve un haut-parleur, l'autre en fait se trouve au niveau de l'écoute, donc il y aura une différence de volume et de qualité de son, on verra ça plus tard dans le test. On a le port USB évidemment, des capteurs de son. Sur le côté ici, rien du tout, en fait c'est parfaitement lisse. De l'autre côté on retrouve les boutons habituels, j'irai à la hauteur habituelle avec juste un petit relief ici, qui était une spécificité de Samsung. En haut on retrouve de nouveau un capteur son, avec le tiroir SIM qui peut accueillir en fait deux cartes SIM, ou une carte SIM en combinaison avec une carte mémoire en mode recto verso. Le tiroir SIM est assez petit, et donc il faut placer une carte de chaque côté. Donc dans son ensemble, le niveau de finition est assez réussi. Je dirais que, bon, même si c'est très subjectif, le style de Samsung a réussi à s'imposer avec le temps et donne comme une impression de qualité un peu plus importante que l'équivalent chinois dans la même gamme de prix. L'écran du Galaxy A55, c'est un écran de 6,5 pouces avec une résolution de 2340 x 1080. C'est un écran de type AMOLED, et Samsung produit ses propres écrans, et généralement Samsung est plutôt bon en fait dans la création de ces écrans, parce qu'en fait on trouve même ces écrans dans les concurrents chinois type Redmi. Alors bon, les bordures sont pas exceptionnellement fines, mais je dirais ça va, j'ai vu mieux, mais généralement c'est plus cher. Ce qui m'a étonné, c'est la configuration des couleurs. Je mesure la fidélité des couleurs sur chaque téléphone, et la gamme Redmi avait quand même réussi à obtenir une colorimétrie quand même vraiment presque parfaite dès le départ et sans trop de manipulation, ce qui n'est plus tout à fait le cas ici chez Samsung. Donc en fait, quand j'ai mesuré la colorimétrie du téléphone sans modifier les paramètres, donc c'était en mode vif et avec tous les paramètres par défaut, j'ai obtenu un delta E sur le blanc notamment qui était assez élevé, qui faisait que le blanc avait une tendance à virer vers le bleu, donc une couleur très froide.
Alors bon, heureusement, il y a moyen de changer ça et je vais vous montrer. Donc je vais d'abord expliquer les différents modes. Donc vous avez un mode vif et un mode naturel. Le mode vif permet d'accéder à l'espace étendu de couleurs. Étendu de couleurs, ça veut dire que vous avez une couverture de couleurs plus grande qui vous permet notamment de regarder des films en HDR. Le naturel réduit cette couverture des couleurs au bénéfice d'une fidélité de couleurs plus importante. Donc là, il y a quelque part un compromis à faire, mais pas tant que ça. Donc quand j'ai mesuré le mode vif de base, j'étais pas super content du résultat. Ça n'était pas mauvais, mais clairement pas au niveau de ce que Redmi fait. Donc pour arriver à un meilleur niveau de colorimétrie, il faut changer un peu les réglages. Donc je reste en mode vif pour obtenir l'espace de couleur maximum. Je diminue un peu la balance des blancs, donc de vert chaud vers un peu plus froid, et je modifie la balance des blancs en bougeant radicalement le vert vers la gauche. Avec ces réglages-ci, j'obtiens un delta E inférieur à 3 et je nivelle un peu plus les couleurs sur des niveaux acceptables parce que dans la configuration de base, même si le delta E n'était pas mauvais, j'avais quand même des écarts colorimétriques importants, notamment sur le blanc, comme je disais, qui tendait un peu trop vers le bleu et qui donc rendait l'image beaucoup plus froide. Donc si vous faites ces changements-là, vous obtiendrez en fait un rendu des couleurs beaucoup plus réaliste. Ce que vous voyez ici au niveau de la teinte rose, n'y prêtez pas attention, c'est justement parce que je suis en mode de couleur étendue et que ma caméra ici n'enregistrait pas les couleurs dans le mode étendu, donc le blanc devient rose, mais en réalité il est vraiment bien blanc comme le fond ici sur le studio. J'ai mesuré une luminosité de 448 candela par mètre carré dans la configuration de base, ce qui n'est pas suffisant pour regarder le téléphone dans des conditions de lumière comme celle-ci. Par contre, il y a un mode luminosité adaptative. Si vous l'enclenchez, en fait, la luminosité va augmenter très fortement si l'environnement est très lumineux comme ici. Et donc, j'ai mesuré 700, un peu plus de 700 candela par mètre carré ici dans le studio, ce qui est largement suffisant, hein. Vous voyez ici que mon article de blog est parfaitement lisible et donc la luminosité, si vous l'activez en adaptatif, vous pourrez utiliser ce téléphone sans problème à l'extérieur. La force des écrans AMOLED, c'est le contraste. En fait, le contraste, c'est quoi? C'est la différence entre les zones claires et les zones sombres, avec notamment un point en particulier sur le noir qui devient vraiment noir, contrairement aux écrans type LED LCD, où les noirs sont plutôt gris. Donc on voit ici, même avec la luminosité assez forte du studio, que les contrastes sont vraiment absolument impeccables. J'ai mesuré tout simplement un contraste infini et le noir est tellement profond qu'au moment où je l'ai mesuré avec ma sonde, la sonde a cru que l'écran était éteint parce que la sensibilité de la sonde n'était pas suffisante par rapport au noir produit par ce téléphone-là. Donc Samsung l'a déjà démontré par le passé, Samsung est capable de produire de très bons écrans, et ici de nouveau le contraste est d'un excellent niveau. Le Samsung Galaxy A55, c'est un pur produit Samsung, et ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à d'autres Samsung, il utilise des composants aussi produits par Samsung. Et donc on se retrouve ici avec un processeur Exynos 1480 qui est uniquement utilisé chez Samsung. Et d'ailleurs, je pense que celui-là n'a encore jamais été utilisé dans un autre Samsung. Donc c'est une nouveauté. Au niveau du GPU, on est aussi sur du Samsung avec un Samsung Xclipse 530. Bon, j'ai pas de correspondance directe avec un Mediatek ou un Qualcomm, mais on verra en fait dans le test de performance où ça se situe par rapport à, par exemple, un Redmi Note 13. Alors au niveau du reste du matériel, bon, c'est un Samsung avec 8 Go de mémoire, 128 de stockage. Bon, il existe d'autres versions, mais en tout cas c'est la version que moi j'ai testée. Au niveau de l'écran, on est sur du 2340 sur 1080. Avec deux fréquences, une fréquence à 60 et une fréquence à 120. Pour le reste, j'ai pas remarqué de particularité, mais de nouveau, étant donné que c'est du matériel purement Samsung, je peux pas le comparer directement avec d'autres téléphones, donc on prendra le test comme d'habitude, et si les résultats sont comparables avec d'autres téléphones, je le ferai à ce moment-là. Pour mesurer la performance, j'ai utilisé un toutou comme d'habitude, la version 8, pour rendre mes résultats comparables avec mes précédents téléphones. J'ai obtenu un score de 546 504 points.
C'est mieux qu'un Redmi Note 13 Pro où j'avais obtenu, je pense, un peu plus de 450 000 points. La différence est un peu plus marquée au niveau du CPU que le GPU, donc le CPU du Samsung est nettement plus performant que celui du Redmi. Au niveau graphique, par contre, la différence n'est pas aussi importante et vous verrez après dans la suite du test que mon test de performance brute montre que l'écart n'est pas du tout dans le même sens, mais ça je reviens dans quelques minutes. Alors le score AnTuTu donne une indication du niveau de performance du téléphone, ce qui est un très bon niveau de performance, donc c'est un niveau de performance qui vous permettra de finalement faire ce que vous voulez avec le téléphone, que ce soit utiliser de grosses applications, jouer, etc. Le téléphone sera parfaitement fluide, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est largement suffisant pour une grande majorité de la population, il y a juste peut-être pour des hardcore gamers où là il faudra faire quelques sacrifices au niveau des jeux, mais de toute façon c'est pas la vocation de ce téléphone-là, donc on peut pas lui reprocher ce truc-là. Alors ce que j'ai aussi remarqué avec le test AnTuTu, c'est que la montée de température était assez faible, donc le téléphone a gagné 2 degrés sur la durée du test AnTuTu, ce qui est un très bon signe, et on va voir également plus tard dans le test de performance énergétique que ça se confirme aussi à ce niveau-là. Alors je mesure aussi la performance énergétique de chaque téléphone en les poussant au maximum de leur capacité de façon séquentielle et en mesurant l'effet sur la performance, la consommation de batterie et la température. Et donc sur ce graphe, on voit plusieurs choses. Donc il y a la ligne du dessus, c'est la température de la batterie. Et donc on voit que là, sur les 7-8 minutes de test, la batterie n'a pas augmenté follement au niveau de température, ce qui est plutôt bon signe, ce qui confirme ce que je disais dans le test AnTuTu, la température n'avait pas augmenté. Le téléphone chauffe, hein, donc je ne veux pas dire qu'il ne chauffe pas, on sent une augmentation de la chaleur à l'arrière, mais c'est vraiment pas une mauvaise chose, l'augmentation est assez contenue, c'est ça que je veux dire. Alors la partie en dessous, histogramme, montre en fait les différentes séquences du test, en commençant par le CPU qui est mis à 100% pendant plusieurs minutes, et on voit en fait que la consommation du CPU va venir s'établir vers 8 watts, en fait pour une moyenne de 7,3 watts sur l'ensemble du test CPU. Ensuite, je laisse le téléphone se reposer, je mets le GPU en route, et là je me retrouve avec une moyenne de 2,3 watts en poussant le GPU à fond. Ensuite, je laisse le téléphone se reposer de nouveau, et je pousse tout au maximum, donc CPU, GPU, FPU, etc. Et là, par contre, quand je pousse tout au maximum, j'obtiens une consommation de 7,9. Donc, si vous faites un calcul rapide, les 7,3 plus 2,3, ça fait pas 7,9. Donc, ça montre en fait que le téléphone n'est pas capable de délivrer la pleine puissance du matériel utilisé. Mais c'est normal, ça arrive. Et en fait, le ratio puissance utilisé ici sur ce téléphone est plutôt bon. Maintenant, si je le compare au Redmi Note 13, le 13 Pro, pardon, j'ai obtenu en fait une consommation un peu plus élevée sur le CPU pour une performance de 8% inférieure. Donc là, le Samsung joue vraiment bien son rôle de performance par rapport à l'énergie. Au niveau du GPU, le Redmi consomme plus, mais il est aussi plus performant. Par contre, si je ramène le niveau de performance à un indice comparable à celui du Samsung, le Samsung reste plus efficace d'un point de vue énergie. Donc, et ça se traduira également aussi dans l'autonomie de la batterie. Vous verrez aussi dans le test que l'autonomie de la batterie est bonne, notamment grâce à la performance énergétique du téléphone. Alors ce téléphone est équipé d'une batterie de 5000 mAh, c'est assez classique, c'est comme ça sur la plupart des téléphones de cette gamme de prix-là. Alors j'ai mesuré l'autonomie de batterie avec mon test habituel, j'irai à bas régime au niveau de la consommation. J'ai obtenu une autonomie de 786 minutes avec l'écran allumé à 50% et 1296 minutes avec l'écran allumé à 100%. Et donc on voit sur le graphe que la consommation est assez linéaire. Il y a juste quelque chose qui s'est passé en fait au niveau de la consommation quand l'écran était à 50%. Je pense que le mode économie d'énergie s'est mis en route alors que je ne l'avais pas demandé, ce qui fait que le graphique s'est un peu tassé sur la fin, mais ça ne change pas la conclusion en fait où l'autonomie à 50 ou à 100% est bonne. Et en fait, si j'extrapole ça dans un cas un peu plus extrême par rapport à mon test précédent sur la performance énergétique, si je tire cette performance énergétique, donc c'est quelques minutes pendant lesquelles le téléphone a été mis sous tension
très fortement, je devrais en théorie pouvoir atteindre une autonomie de 2h34 en mettant tout à fond tout le temps. Ce qui est franchement pas mauvais. Bon, évidemment, 2h34 tout à fond, je pense pas que ce soit très bon pour le téléphone, et à un moment donné, je pense que le téléphone vous demandera d'arrêter, mais donc le calcul théorique montre que la batterie tient vraiment bien la route, pardon. Là où par contre je suis un peu moins satisfait, c'est au niveau du temps de charge. Alors on parle souvent de vitesse de charge, mais je pense qu'avec Samsung, il faudrait tout doucement introduire le concept de lenteur de charge, parce que malgré les progrès de la concurrence à ce niveau-là, où chez Redmi, on se retrouve avec des téléphones qui sont un minimum à 60 watts de charge, et parfois qui montent jusqu'à plus de 100 watts de charge, eh bien ce Samsung Galaxy A55 a 25 watts de charge, et c'est vraiment ridicule par rapport aux concurrents chinois. Alors j'ai utilisé mon chargeur Ugreen 100 watts comme d'habitude pour ce test, et en fait on voit que la charge totale de 1% à 100% a pris presque 1h30. Il a fallu 12 minutes pour atteindre 20%, 25 pour 40, 40 minutes pour 60%, 56 minutes pour 80%, et finalement les 100% ici en 87 minutes. Donc il ne faut pas être très très pressé pour charger un Samsung, et malheureusement je ne vois pas vraiment d'amélioration d'année en année sur le milieu de gamme, où ces vitesses de charge sont vraiment plus en ligne avec le marché. Avant de rentrer dans le test photo, je vais faire un petit détour par la partie technique et expliquer en fait quels sont les appareils qui sont embarqués dans ce téléphone. On a ici au milieu un capteur que je n'ai jamais testé, c'est un Sony IMX 906, et je suppose que c'est une réponse au Redmi Note 12 Pro qui avait introduit le Sony IMX 766, qui avait vraiment produit de très très bonnes photos pour cette gamme de prix là, et donc j'imagine que ceci est une réponse de Samsung en théorie, parce que ce capteur devrait être meilleur que celui du Redmi. Ici en haut, on a un Sony IMX 258. Celui-là non plus, je ne l'ai pas testé avant, mais à voir le numéro utilisé, j'ai l'impression que c'est pas un tout nouveau capteur, parce que normalement on est dans les zones des 300 en fait pour les capteurs ultra grand angle. Alors le capteur principal est utilisé également sur d'autres téléphones, mais principalement des Chinois, donc le Redmi K70 Ultra, le Honor 90 GT, le Honor 100 Pro ou encore le Honor 200, tout cela utilise exactement le même capteur. Donc les conclusions de ce test pour cet appareil photo-là seront également valables pour ces autres appareils si vous êtes intéressé par ceux-ci. Alors je vais vous passer quelques photos en revue que j'ai prises avec ce téléphone. Bon, ici on a un mélange de photos prises avec le capteur principal et le capteur secondaire, et donc si vous voulez voir la différence, j'ai classé ça différemment sur mon blog, avec à chaque fois une galerie photo pour l'un et pour l'autre. On va aborder les deux en même temps ici parce que c'est plus facile en mode vidéo sur YouTube. Alors le capteur principal et le capteur secondaire ont l'air de prendre des photos de plutôt bonne qualité en fait, hein, quand on regarde ça sur un écran comme ça, et on voit en fait ici par exemple sur cette photo, donc je vais prendre le capteur principal ici, sur cette photo où le rendu des couleurs est vraiment pas mal, l'atmosphère est bien rendue, il n'y a pas trop d'exagération au niveau de la saturation comme c'est parfois le cas avec Samsung, c'est ni trop froid ni trop chaud, la netteté a l'air d'être bonne, profondeur, etc. La dynamique est bonne aussi puisqu'il y a un écart important de luminosité entre le ciel et le reste du décor, donc le capteur principal fait vraiment un bon travail, à condition de rester sur un téléphone. Donc en fait, dès qu'on commence un peu à zoomer, et il ne faut pas aller très très loin pour commencer à voir vraiment une perte d'information au niveau des détails qui est pas visible sur un téléphone, mais je l'ai vu tout de suite en fait à partir du moment où j'ai commencé à regarder mes photos sur un grand écran. Donc si vous utilisez principalement vos photos sur un format mobile, il n'y a pas de problème, le Sony IMX 906 fera vraiment un très bon boulot, meilleur que sur le Redmi. Par contre, si vous utilisez ce capteur dans le but d'aller partager ça sur des grands écrans, bon, il y a peut-être d'autres capteurs qui feront un peu mieux le travail. Si je prends maintenant le capteur ultra grand angle, donc ici c'est un exemple aussi, bon, le capteur ultra grand angle, il n'a pas vocation à faire des photos d'une très très bonne qualité, parce que ces capteurs-là sont toujours d'une qualité inférieure au capteur principal, mais je dois dire que le rendu des couleurs est vraiment pas mal pour ce genre de capteur-là. Donc on voit ici aussi que les couleurs sont bien rendues, que la dynamique est plus ou moins bonne. Bon, maintenant par contre,
bon, je ne sais pas si je trouverai un autre exemple ici pendant que je parcourrai la liste. Il y a quand même quelques défauts qui remontent assez rapidement dès que le capteur est mis en difficulté. Il y a notamment, bon, évidemment, la netteté. La netteté est problématique avec ce genre de capteur-là parce qu'en fait, elle ne capte pas autant de détails et donc le centre est généralement assez net, bien que nettement moins net que le capteur principal. Mais dès qu'on est en périphérie, on perd énormément de détails. On a une espèce de déformation en périphérie des photos qui est absolument visible même sur un écran de téléphone. Donc voilà, il faut prendre ce capteur pour ce qu'il est. Je trouve que dans cette catégorie-là, celui-ci du Samsung se débrouille quand même pas mal. Maintenant, c'est pas pour cette raison-là que vous avez acheté ce téléphone. Ce serait plutôt pour le capteur principal, mais de nouveau, comme je disais, à condition de l'utiliser dans un format mobile pour éviter de se retrouver avec une dégradation de qualité lorsqu'on affiche l'image sur un grand écran. Ce téléphone est capable de filmer en 4K 30 fps. J'ai déjà là, avant de commencer, une petite déception parce que je m'attendais à ce qu'un téléphone de cette gamme de prix-là, chez Samsung en plus, aurait pu filmer en 60 fps. Mais bon, c'est pas possible. Le téléphone est verrouillé en 30 fps. Je pense que le capteur doit être capable de le faire en 60, mais Samsung a dû décider de le laisser en 30. Bon, peu importe. Je vais vous montrer un exemple de vidéo que j'ai faite tout autour de moi, en fait, avec des conditions plutôt bonnes de luminosité, mais avec d'un côté le soleil et de l'autre côté moins de soleil. Vous allez voir en fait que globalement, la vidéo, elle est pas trop mal. En fait, je peux pas vraiment m'en plaindre, mais je vais faire mon difficile encore une fois parce que pour un téléphone de cette gamme-là, il y a quelques défauts qui me sont apparus qui ne me semblent pas normaux. Donc je commencerai par si vous regardez attentivement la vidéo, et je vais la faire tourner en boucle parce que je vais parler plus longtemps que la durée de la vidéo, il y a une espèce de scintillement au niveau des pixels qui est en fait lié au recalcul à chaque mouvement. Bon, en théorie, ça ne devrait pas être visible. C'est pas excessivement gênant quand on regarde sur un téléphone, ça se voit nettement plus si on regarde sur un écran de grande taille. L'autre chose qui me paraît pas normale par rapport à un téléphone de cette gamme-là, c'est le fait que quand je tourne ici, forcément le niveau d'exposition doit changer. Un téléphone n'est pas censé montrer les changements de niveau d'exposition, et là si vous êtes attentif, quand les changements d'exposition sont importants, on voit vraiment une espèce de changement en escalier, j'ai envie de dire, de l'exposition du téléphone, où on voit le passage d'un niveau d'exposition à un autre. C'est pas normal non plus. Donc la vidéo est bien, il n'y a pas de souci. En mobile, elle est très bien, mais on voit quelques défauts déjà en mobile qui seront encore plus apparents lorsqu'on va utiliser le téléphone sur un plus grand écran, sur un PC ou un autre type de format. Comme d'habitude, je teste la stabilisation dans les mêmes conditions, donc je mets le téléphone dans sa résolution maximale, donc ici c'est du 4K 30 fps, et je marche sur un sentier dans un bois où en fait mes vibrations de pas mettent souvent les téléphones en difficulté, même si je ne secoue pas volontairement le téléphone. Mais ici, je dois dire que la stabilisation fonctionne quand même vraiment bien. Je vois vraiment juste une micro-vibration en fait à chaque pas, mais on voit très bien que le téléphone encaisse le choc, amortit, recalcule la vidéo de telle sorte à ce que ces mouvements ne soient pas perceptibles. On n'est pas non plus dans un niveau de stabilisation d'une caméra d'action, c'est pas le but, mais la vidéo elle est quand même vraiment très bien stabilisée. Alors comme d'habitude, je fais aussi un test vidéo de nuit, et dans toujours les mêmes conditions, le même décor, luminosité, etc. Et j'ai été un peu déçu. Pourquoi? En fait, d'un côté, la luminosité, le traitement de la vidéo de nuit est très bien, donc Samsung fait très bien ça, mais en fait, le téléphone n'a jamais réussi à s'accrocher au décor, donc c'est-à-dire que le focus n'a jamais été fait correctement, et donc pendant tout le mouvement, si on regarde par exemple au niveau du sol, l'herbe, etc., l'herbe n'a jamais été nette en fait. Et donc, et ça non plus, c'est pas normal pour un téléphone de cette gamme de prix-là. Si je m'arrête après quelques secondes, le focus va se faire correctement, mais en mouvement, même un mouvement lent comme celui-ci, ça marche pas. Donc ça, c'est vraiment une déception. Pour le reste, je dirais le traitement des couleurs, ça va, l'exposition, ça va, donc tout est prometteur. Il y a juste ce traitement du niveau de détail, de nouveau, en fait, avec le focus qui ne fonctionne pas comme ça devrait. Passons maintenant aux photos de nuit. Donc j'utilise toujours le même décor, plus ou moins dans les mêmes conditions. Alors ici, je vais vous montrer d'abord une photo de nuit prise avec le capteur principal.
Et il y a un truc qui saute aux yeux, ce sont ces halos mauves qui viennent se mettre autour de toutes les sources lumineuses un peu importantes. Donc j'en ai un dans le coin ici, j'en ai un ici avec l'autre lumière, et il y a vraiment quelque chose qui ne se passe pas correctement avec le traitement des sources de lumière fortes. C'est dommage parce que le reste est quand même vraiment très bien. En fait, le niveau d'exposition est super, la couleur n'est pas exagérée. Bon, évidemment, elle n'est pas naturelle, mais c'est jamais le cas dans ce genre de photos-là. Et je dirais dans l'ensemble, tout est bien, sauf quand il y a une source de lumière qui vient perturber le traitement de la photo. Et donc ça, c'est une photo qui a été prise avec le capteur principal. Si on regarde maintenant le capteur secondaire, là, j'ai été aussi très très surpris parce que les capteurs de ce type-là sont généralement pas du tout adaptés à la photographie de nuit, parce que en fait les photos sont devenues complètement noires. C'est pas le cas du tout ici, et en fait, vous voyez le niveau de luminosité du grand angle est vraiment super. Par contre, les mêmes défauts qu'en journée, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, évidemment. On voit ici le banc qui a un niveau de netteté plus ou moins acceptable. Dès qu'on s'en éloigne, alors là, c'est tout de suite vraiment mauvais. En périphérie, la netteté est pas bonne du tout, mais ça, c'était déjà le cas. En journée, c'est propre à l'appareil photo et à ses propriétés intrinsèques. Donc de nuit, ça fonctionne très bien, mais quand il y a une source de lumière importante, bon, on a de temps en temps quelques défauts qui finissent par apparaître. On le voit de nouveau ici, par exemple. Pardon, voilà. Où j'ai cette espèce de halo mauve, de nouveau, qui se répercute. Et j'ai l'impression que c'est lié aux différentes couches de lentilles qu'il y a au niveau de l'appareil photo, qui provoquent des reflets non désirés. J'avais un peu ça aussi au niveau des photos prises dans le soleil, mais pas avec un reflet mauve, donc ça se voyait beaucoup moins, mais ici de nuit, le reflet mauve est vraiment, vraiment très très visible. Je vais aborder maintenant la partie probablement la moins amusante de mon test, à savoir la performance au niveau réseau. Donc par réseau, j'entends le réseau mobile, le Wi-Fi et le GPS. Et ça tombe assez bien parce que j'ai redéveloppé mon application de diagnostic pour la rendre plus précise et plus exhaustive. Et donc ce téléphone, c'est le premier qui passera par cette nouvelle batterie de test. Alors le premier test, c'est le test de sensibilité au réseau mobile. Donc pour évaluer la sensibilité au réseau mobile, je fais tourner mon application qui capture tous les paramètres réseau toutes les secondes, alors qu'avant je capturais toutes les minutes, et je compare ces résultats avec une sonde qui tourne chez moi depuis plusieurs années, 24 heures sur 24, et qui récolte tous les paramètres réseau à chaque seconde, et je compare les deux pour évaluer le niveau de performance du signal. Alors pour le Galaxy A55, j'ai fait 11 917 mesures. Je n'ai jamais fait autant de mesures sur un téléphone. Donc ça a tourné 24 heures sur 24 pendant un certain temps pour obtenir tout ça. J'ai obtenu un signal moyen de moins 100,59 dBm, alors qu'avec la sonde, au même moment, j'ai obtenu moins 95,7 dBm. Alors il y a un écart, et l'écart n'est pas en faveur du Samsung, malheureusement. Maintenant, cet écart, c'est pas le pire que j'ai obtenu. Donc, je dirais que le Samsung a un niveau de sensibilité au réseau inférieur à la moyenne, qui, en fait, n'aura probablement pas d'impact sur la plupart des utilisateurs à condition que vous viviez dans une zone de couverture correcte. Mais si vous vivez dans une zone où la couverture réseau n'est pas très très bonne, ce téléphone risque de décrocher plus vite qu'un autre. Le graphe que vous voyez ici, en fait, représente simplement les mesures faites par la sonde, la courbe rouge, et on voit que la sonde a un traitement du signal beaucoup moins stable que le Samsung. Le Samsung reste très stable, mais à un niveau inférieur, donc au centre, au plus on est au centre, au moins c'est bon, et l'écart est quand même assez important, avec quelques fois les courbes qui se rejoignent, mais le Samsung est globalement en moyenne plus bas que la sonde. Alors cette fois, on va aborder la qualité du signal Wi-Fi. Donc j'ai fait, je pense, 150 mesures pour mesurer en fait l'évolution du signal Wi-Fi. Et on voit en fait sur le graphe que le signal est quand même assez stable. Hein. On se retrouve en fait à
a fluctué entre, je dirais, moins 12, moins 14 dBm. Donc, ce qui est une bonne chose que le signal soit stable, mais cette moyenne de moins 12, moins 14, c'est une très bonne moyenne. Donc en fait, la sensibilité au signal Wi-Fi de ce Samsung est vraiment excellente. Et la bonne nouvelle ne s'arrête pas là, parce qu'en plus la vitesse est également élevée. Bon, je n'ai pas de Wi-Fi 6 ou 7, mais dans les conditions actuelles, j'ai pu mesurer une vitesse de 866 mégabits par seconde, ce qui est absolument énorme, et qui vous permettra de faire absolument ce que vous voulez avec ce téléphone. Pour mesurer la qualité du signal GPS, j'ai utilisé aussi ma nouvelle application de diagnostic qui me permet d'aller chercher des informations auxquelles je n'avais pas accès avant. Et donc la première partie du test, donc le graphe que je vous montre ici, c'est l'évolution du niveau de précision dans le temps remonté par le téléphone. Donc c'est le téléphone qui déclare « j'ai détecté un niveau de précision de 1 mètre, 2 mètres, etc. » On voit clairement qu'au départ, le niveau de précision est mauvais, c'est le cas de tous les téléphones, et qu'avec le temps, au plus les satellites sont disponibles, au plus le signal est disponible pour le téléphone fait son calcul, s'optimise, etc. Et on voit progressivement que ce niveau de précision augmente. Il faut à peu près, je dirais, 1 minute 30 pour que le signal soit stable à un bon niveau, et donc le téléphone se déclare comme étant à un niveau de précision de plus ou moins 1 mètre. Alors ça, c'est le téléphone. Maintenant, ce que j'ai fait comme exercice, et ça c'est le deuxième graphe, j'ai repris toutes les coordonnées, latitude, longitude, etc. du téléphone. J'ai posé le téléphone à un endroit spécifique dont je connais les coordonnées exactes, et j'ai mesuré la différence réelle entre ces coordonnées exactes et les coordonnées remontées par le téléphone. Ici aussi, comme au départ, le niveau de précision du départ est plutôt mauvais, mais se stabilise. Il se stabilise plus ou moins à la même vitesse que ce que j'ai remarqué avec le premier graphe, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, le niveau de précision n'est pas le même. Donc là où j'atteignais, je pense, juste un peu plus d'1 mètre de précision avec ce qui était remonté par le téléphone, en réalité, moi je mesure 2,77 mètres de niveau de précision. Donc c'est moins bon que ce que le téléphone annonce, mais ça reste encore tout à fait correct, parce qu'avec 2,77 mètres, une application GPS va vous faire coller à la route, et donc il n'y a pas de problème de déviation par rapport à ça. Bon, évidemment, si vous devez vous orienter dans la nature sans repère, vous allez avoir un niveau d'imprécision, mais je pense que de toute façon, 2,77 m, c'est pas dramatique, et donc je dirais que même si c'est le premier résultat que j'obtiens avec ma nouvelle application, 2,77 me paraît vraiment pas mal. Alors je m'attendais maintenant sur la qualité audio, et je mesure la qualité audio sur avec 3 tests différents. Le premier, c'est un test où je joue une musique libre de droit pour ne pas être bloqué en fait sur YouTube, en mesurant le volume et en écoutant la qualité sur les haut-parleurs externes. Donc ça, ce sera le premier test. Vous remarquerez en fait que la différence entre les haut-parleurs est visible, donc le niveau de volume n'est pas le même, et en fait, en réalité, le niveau de qualité n'est pas le même non plus. Le haut-parleur d'écoute est un peu plus aigu que l'autre, et donc là, il y a une petite différence. Le deuxième test, c'est un test de qualité d'appel, donc où je mesure le volume en appel sur le haut-parleur interne et externe, avec aussi une écoute subjective du niveau de qualité de la qualité du son en appel. Là, j'ai remarqué en fait que le volume en appel était en dessous de la moyenne. Donc, c'est-à-dire que quand vous mettez le volume à fond et que vous écoutez le téléphone produit un son moins puissant que la plupart des autres que j'ai testés. La qualité du son est bonne, en fait, en haut-parleur d'écoute interne, il n'y a aucun problème. En externe, évidemment, la qualité du son se dégrade un peu avec une identité sonore beaucoup plus aiguë.
le français, appuyez sur le 3. Für Deutsch, drücken Sie die 4. For English, press 1. Pour Nederlands, toets 2. Pour le français, appuyez sur le 3. Für Deutsch, drücken Sie die 4. Au revoir. Mon dernier test est un peu plus technique, mais il a l'avantage de pouvoir mesurer les choses de façon tout à fait objective. Donc là, j'ai mesuré la capacité du téléphone à reproduire toutes les fréquences, donc des graves jusqu'aux aigus, et je compare ça avec une source de référence au niveau du volume et de la fidélité des fréquences. Là, j'ai remarqué que le téléphone, quand il est poussé au volume maximum, j'ai une déviation de l'ordre de quelques décibels sur la plupart des fréquences, même plus importante que sur le Samsung Galaxy A25 qu'on voit ici. Et donc cette déviation, elle est là pourquoi? Ben, simplement parce que quand vous mettez le téléphone à 100%, il y a de la distorsion et vous perdez en fidélité de fidélité audio. Donc si vous voulez vraiment profiter d'une qualité audio optimale, il faut descendre le volume vers 90% ou un peu moins. Et là, vous aurez une qualité impeccable, comme la plupart des Samsung d'ailleurs. Ce que j'ai aussi remarqué en faisant ce test, c'est que le niveau de volume, là aussi, donc pas uniquement avec le volume d'appel, le niveau de volume est plus bas que la moyenne. Donc ça veut dire que c'est pas un téléphone avec lequel vous allez vous éclater les oreilles avec de la techno ou ce genre de musique-là. C'est un téléphone qui est capable de produire un excellent son, mais avec un volume plus ou moins contrôlé. Voilà, on arrive au bout de ce test. Bon, comme d'habitude, ça a été assez long. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, postez-les ici en commentaire ou sur mon blog. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Alors, qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Vous allez voir, ma conclusion, elle sera une suite de oui, mais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce téléphone a clairement des forces, c'est très bien, mais il y a aussi quelques faiblesses dont il faut être conscient. Après, ces faiblesses dépendront un peu de vos attentes au niveau de l'utilisation du téléphone. Alors je vais commencer par le niveau de finition. Bon, le niveau de finition, il est sobre, élégant, il est impeccable. Je dirais que dans cette gamme de prix-là, c'est très bien. C'est un bon niveau de maturité, ce qu'on ne retrouve pas encore chez les Chinois pour le moment. Alors, si je regarde le téléphone maintenant au niveau de la performance, Samsung s'est jamais réellement positionné sur le créneau de la performance, et pourtant, je trouve que ce téléphone, il est quand même pas mal en fait, hein. Donc c'est pas un téléphone qui a vocation à être conçu pour les hardcore gamers, mais en fait ça fonctionne très très bien malgré tout. Donc ne vous laissez pas trop vite tenter par ces arguments marketing de la puissance, etc. Ça sert à rien dans la plupart des cas. Ce téléphone vous donnera un niveau de confort d'utilisation impeccable pour les apps, pour surfer, pour regarder des vidéos, pour à peu près tout faire. Je dirais, il y a peut-être uniquement les ultra-core gamers qui ne trouveront pas leur bonheur avec ça, mais de toute façon, c'était pas le but du téléphone, donc ça, c'est pas vraiment un problème. Alors, l'écran. L'écran est de bonne qualité, comme d'habitude. Le contraste est impeccable. La luminosité est bonne, rendant la lisibilité en plein soleil. Cette lisibilité est tout à fait bonne. Là où j'étais un peu déçu, et c'est là où on commence les 8 mai, c'est au niveau de la colorimétrie. Donc Samsung produit des écrans qui sont utilisés dans Redmi, et chez Redmi, la colorimétrie est meilleure qu'un téléphone Samsung utilisant un écran Samsung. Alors là, il y a un problème de logique pour moi. Bon, c'est pas que la colorimétrie est mauvaise, mais elle est moins bonne que sur un téléphone chinois. Donc là, dans ma vidéo, si vous avez loupé le paragraphe, vous pouvez revenir là-dessus. Je vous donne quelques paramètres pour améliorer la colorimétrie. Donc là, c'est le premier 8 mai de ma conclusion. Alors, au niveau de la qualité du son, Samsung a toujours été pour moi une référence, en fait, depuis quelques années. Bon, j'ai pas vraiment trouvé des équivalents au niveau de la qualité du son chez Samsung. Ici, je vais de nouveau mettre un 8 mai, donc la qualité du son n'est pas mauvaise, mais il y a quelques éléments à savoir, c'est que le volume, la puissance du son n'est pas très élevé, donc clairement en dessous de la moyenne, qu'il y a une différence entre les deux haut-parleurs de par la nature des haut-parleurs, et si je mesure je dirais de façon technique la qualité du son, j'ai de la saturation, de la distorsion plutôt, dans les niveaux de volume plus élevés. Donc pour avoir une écoute de bonne qualité, il faut écouter à un niveau plus faible,
et un niveau plus faible d'un téléphone qui n'est déjà pas très fort au niveau du volume fait que vous n'allez pas vous éclater les oreilles avec ce téléphone-là. Mais c'est pas sa vocation non plus, donc c'est pas très très grave. Si vous êtes un fan de techno, je pense qu'il faut peut-être s'orienter vers un autre téléphone. La batterie a une très bonne autonomie. Aussi bien avec l'écran à fond que pas avec l'écran à fond. Le 8 mai ici, c'est plutôt au niveau de la vitesse de charge, parce que avec ces 25 watts, on parle plus de vitesse de charge, mais de lenteur de charge. Là, Samsung est vraiment à la ramasse par rapport à la concurrence, où un Redmi peut offrir au minimum 60 watts de charge, voire même plus de 100 dans certains cas. Ici, on est à 25. Ça prend 1h30 pour charger le téléphone. C'est vraiment pas en ligne avec la concurrence. Niveau photo, alors j'attendais beaucoup de ce capteur IMX 906, et en fait il est bien. Donc il a une bonne colorimétrie, une bonne plage dynamique, la netteté est bonne, etc. Le mais, c'est que si vous gardez les photos en format mobile, donc vous partagez sur d'autres mobiles que ça, pas de problème. Si vous commencez à utiliser les photos ou les vidéos sur des grands écrans, là vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même quelques problèmes de qualité et de netteté qui sont pas tout à fait ok pour un téléphone de cette gamme de prix là. Donc le 8 mai ici concerne plutôt l'utilisation des photos sur un autre format que le format mobile. Niveau sensibilité réseau, alors donc là j'ai mesuré la sensibilité du réseau mobile et malheureusement Samsung est en dessous de la moyenne, et c'est un peu le cas de tous les Samsung récents que j'ai testés. Avant c'est pas le cas, mais maintenant la qualité du signal réseau Samsung s'est dégradée. Par contre, au niveau Wi-Fi, c'est nickel. Donc le niveau de signal est bon, la vitesse est très bonne. Le GPS aussi, même si je n'ai pas beaucoup de références parce que j'ai testé ce téléphone avec ma nouvelle application et le résultat que j'ai obtenu me paraît bon, mais je ne peux pas le comparer parce que je ne l'ai pas encore fait sur d'autres téléphones, mais ça viendra. Donc GPS, ça me paraît très bien aussi. Donc bon, vous aurez compris, il y a quand même pas mal de 8 mai dans le téléphone, mais grosso modo, ce téléphone, il est quand même pas mal, surtout avec le niveau de prix auquel je l'ai obtenu, donc à moins de 300 euros. À moins de 300 euros, un téléphone comme ça, c'est quand même vraiment pas mal du tout, parce que sur pas mal de points, il est meilleur qu'un Redmi. C'est juste que si vous avez des exigences particulières, ne serait-ce que en sensibilité réseau ou au niveau de détail pour les photos, là j'irai, il y a peut-être d'autres téléphones qui pourraient faire l'affaire. Mais pour le reste, je pense que c'est un très bon téléphone généraliste pour des gens avec une consommation généraliste aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, comme je dis, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas un petit like, vous abonner à la chaîne ou acheter ce téléphone avec mes liens. Ça m'aidera à continuer et je vous donne rendez-vous pour le prochain test. À bientôt.